Bon, eh bien, bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Nous sommes deux bénévoles de l'association BAMP, Virginie Rio, la présidente, et moi, Estelle Borival, à Lyon, responsable de l'antenne BAMP à Lyon. Merci d'avoir répondu à notre demande qui était de faire la lumière aujourd'hui sur le travail de votre équipe à Grenoble, en particulier sur le DPI. Et puis, vous avez proposé de parler également de préservation de la fertilité et de dons d'ovocytes. Voilà. Cette demande, elle est née tout simplement d'un constat qui est le suivant. Régulièrement, nous, les bénévoles de l'association, sommes contactés par des gens qui ont recours au DPI et qui ont évidemment tout un tas de questions à ce sujet. Voilà, donc on s'est dit qu'il y avait un besoin à ce niveau-là et qu'il serait intéressant d'avoir un regard professionnel, de savoir un petit peu quelles pouvaient être les coulisses de ce qui se passe du côté professionnel. Ça pouvait être intéressant pour nos adhérents et les gens qui nous suivent ce soir d'avoir votre regard. On va peut-être commencer sur la question du DPI directement. Je pense que voilà, il y avait une présentation et des choses à dire. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va vous présenter différents parcours proposés par le CHU de Grenoble. On sera plusieurs intervenants. Le docteur Dunant présentera tout à l'heure la préservation de la fertilité. Le professeur Henbick présentera le parcours de dons d'ovocytes. Et ma collègue Lucie Frantin, sage-femme de l'équipe de coordination du CHU Grenoble, et moi-même, accompagnée du docteur Bessona, nous vous présenterons le centre de diagnostic préimplantatoire de Grenoble et plus particulièrement le parcours patient et les différents aspects techniques. Puis il y aura après un temps d'échange au cours duquel vous pourrez poser des questions et le professeur Couton et le docteur Bosson, deux généticiens respectivement de cytogénétique et de biologie moléculaire, pourront être là aussi pour répondre à vos différentes questions. Tout d'abord, quelques généralités sur le diagnostic préimplantatoire. Donc, le diagnostic préimplantatoire est un diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur un embryon obtenu par une fécondation in vitro. Il va s'adresser au couple ou à une femme non mariée qui a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité est reconnu incurable au moment du diagnostic. Ce diagnostic préimplantatoire est également est possible uniquement si une anomalie génétique est identifiée. Et ce diagnostic préimplantatoire ne pourra avoir d'autre objet que la recherche de cette affection. On ne recherchera aucune autre information telle que le sexe fœtal ou des informations sur le chromosome 21, etc. Il y a deux grands types d'indications du diagnostic préimplantatoire. Tout d'abord, les anomalies chromosomiques, comme les translocations chromosomiques, et les maladies géniques, qui sont très nombreuses. À titre d'exemple, les plus fréquentes, la mucoviscidose, la chorée de Huntington, la drépanocytose, les différentes myopathies ou la myotomie de Steinert. Ce diagnostic préimplantatoire est pris en charge par la sécurité sociale par le 100% infertilité. Pour les couples qui ont un risque de transmettre une maladie génétique, il y a deux possibilités pour eux. Soit le diagnostic prénatal, c'est-à-dire qu'une fois qu'une grossesse est initiée, il peut leur être proposé deux types de prélèvements afin de connaître le statut génétique du fœtus. Soit un prélèvement par biopsie de trophoblaste entre 10 et 13 semaines d'aménorrhée, soit une ponction du liquide amniotique, une amniosynthèse, un peu plus tard, entre 15 et 18 semaines d'aménorrhée.
si le fœtus est porteur de l'anomalie génétique recherchée, il pourra leur être proposé une interruption médicale de grossesse. L'autre possibilité est le diagnostic préimplantatoire, qui permet donc de connaître le statut génétique des embryons, issus de fécondation in vitro, bien sûr, statut génétique de la pathologie recherchée uniquement, et de pouvoir transférer uniquement les embryons sains. Et donc, cela permet d'éviter l'interruption médicale de grossesse. En France, il existe actuellement 5 centres de diagnostic préimplantatoire, un à Paris, un à Strasbourg, un à Nantes, un à Montpellier et le dernier centre, le 5e, à Grenoble. Les délais d'attente sont de l'ordre de 1 à 2 ans en général. Ça dépend des centres, ça dépend également des indications. À Grenoble, on a actuellement un délai d'attente d'environ 1 an. Le centre de diagnostic préimplantatoire de Grenoble, c'est le 5e centre et dernier centre ouvert en France en 2017. Donc, il y a La Tronche à côté de Grenoble, à l'hôpital Couple-Enfant. Il a été donc ouvert suite à l'agrément de l'Agence de la biomédecine en octobre 2017. Et il y a petit à petit une augmentation progressive du nombre de couples pris en charge, avec une 50aine de patients en 2018 et on a un objectif en 2022 de un peu plus de 200 patients, couples pris en charge. C'est une équipe pluridisciplinaire qui, dans ce centre de diagnostic préimplantatoire, avec une équipe de coordination qui va faire le lien avec ces différents intervenants, notamment avec la médecine de la reproduction, la biologie de la reproduction et les équipes de génétique, la génétique moléculaire et la cytogénétique. Et cette équipe de coordination est donc le principal interlocuteur des patients. Donc, c'est vraiment l'équipe de coordination qui fait le lien entre les patients et les différents intervenants du diagnostic préimplantatoire. Je vais ensuite vous parler du parcours des patients pour un DPI au CHU de Grenoble. Donc, celui-ci peut se diviser en 2 parties. Tout d'abord, une partie plutôt administrative avec la constitution du dossier. Donc, cette partie prend environ entre 3 à 6 mois en fonction du temps nécessaire à réaliser les différents examens demandés. Et bien ensuite, une deuxième partie qui va de la validation du dossier en commission. Ensuite, la mise au point du test génétique qui servira à l'analyse génétique des embryons. Puis via la consultation au centre de Grenoble pour programmer la stimulation, la fécondation in vitro, enfin qui sera suivie par la fécondation in vitro, le diagnostic préimplantatoire et le transfert des embryons. Et cette deuxième étape prend entre 8 à 12 mois. Donc vous voyez sur ce schéma les différentes étapes un peu plus détaillées. On va les reprendre une à une par la suite. Donc, tout d'abord, pour faire une demande pour un DPI, on demande de remplir un formulaire, donc soit par les patients, soit par un médecin, qui doit être accompagné d'un courrier d'adressage. Et donc, on fonctionne par mail. Donc, vous avez l'adresse mail juste en dessous ou par téléphone également et on vous transfère le formulaire. Pour la constitution du dossier, on demande les résultats d'analyse génétique, les comptes rendus de la consultation de génétique, un questionnaire qui va reprendre les antécédents personnels et familiaux du couple, et puis des bilans de fertilité récents. S'ils ne sont pas disponibles, on envoie les prescriptions pour les faire réaliser par les praticiens qui sont proches du domicile des patients. Une fois que le dossier est complet, on programme un entretien téléphonique avec un généticien et une sage-femme qui permet de reprendre l'histoire familiale, d'expliquer le parcours du DPI ainsi que la stimulation et de reprendre les recommandations sur les habitudes de vie qui sont notamment, on demande l'arrêt des toxiques, notamment du tabac, parce qu'on sait que celui-ci a un impact défavorable sur les résultats de la stimulation. Et on demande également une contraception efficace à partir du moment où le couple s'engage dans la démarche de DPI, même si cela peut paraître contradictoire. Une grossesse spontanée qui surviendrait en cours de parcours
allongerait les délais de prise en charge pour le couple et également pour les autres couples qui sont en cours de procédure. Et on reprend également les éléments qui manquent éventuellement au dossier. Une fois que le dossier est complet, on le présente à 2 commissions. Tout d'abord, la commission du centre de diagnostic préimplantatoire qui va évaluer la faisabilité sur le plan génétique au niveau technique et gynécologique. Et dans un deuxième temps, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal va valider plutôt le côté éthique de cette demande. Une fois que le dossier est validé, on demande des prélèvements sanguins pour mettre au point la technique qui servira donc à l'analyse génétique des embryons. On demande pour les indications en cytogénétique des prélèvements sanguins du couple uniquement et ensuite le délai pour faire la validation technique est entre 8 à 10 mois. Et pour la biologie moléculaire, on a besoin des prélèvements sanguins pour le couple lui-même ainsi que des membres de la famille. Et on peut être amené également à demander des ADN s'ils sont nécessaires à cette mise au point technique. Et pour ces dernières indications, le délai est d'environ 10 à 12 mois pour mettre au point le protocole. Vient ensuite, une fois que la validation technique est terminée, la journée de consultation pluridisciplinaire qui se compose d'une réunion d'information et ensuite de consultation en couple avec chacun des intervenants du DPI, donc biologiste en génétique, gynécologue, sage-femme, biologiste de la procréation, anesthésiste et psychologue. Et à la fin de la journée, on programme la stimulation. Et je laisse ensuite la parole au docteur Bessonnat qui va vous parler de la tentative. Bonsoir à tous. Donc, docteur Bessonnat, je suis un des biologistes de la reproduction au CHU de Grenoble. Donc, c'est à moi que revient la lourde charge de présenter la tentative de DPI. Par contre, en ce qui concernera les questions, il ne faudra pas hésiter à aller un peu plus large que la biologie de la reproduction également. La génétique et les gynécos qui sont également connectés pour répondre à ces questions-là. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes qui sont listées là, sur cette frise, allant de la stimulation jusqu'à la ponction des follicules qui vont permettre de récupérer les ovocytes. On met en fécondation pour obtenir des embryons qu'on va par la suite analyser pour savoir quel embryon est sain, lequel ne l'est pas, pour ensuite aboutir au transfert embryonnaire. Première étape, donc, la stimulation qui va consister à faire en sorte de booster un peu le fonctionnement ovarien, faire en sorte qu'il y ait plusieurs follicules ovariens, ces follicules contenant les ovocytes, plusieurs follicules ovariens qui aillent jusqu'à maturité et non pas un seul comme c'est le cas dans un cycle normal sans traitement. Donc, on va administrer des doses journalières de stimulation ovarienne, qu'on va suivre avec des prises de sang et des échographies jusqu'au déclenchement de l'ovulation. 1 jour et demi après ce déclenchement, le couple vient à Grenoble pour réaliser la ponction et la mise en fécondation. La ponction, c'est une sonde d'échographie couplée avec une aiguille. On va vider le contenu des follicules de grande taille pour récupérer les ovocytes. Voilà quelques photos de notre plateau technique. On a la chance depuis quelques mois d'avoir maintenant tout au même étage. Donc le bloc de ponction qui est juste à côté du laboratoire de FIV. Donc la ponction est réalisée et en parallèle, monsieur fait son recueil de sperme. Le liquide qui a été aspiré lors de la ponction est transmis au laboratoire et on va se mettre à la recherche des ovocytes, comme vous pouvez voir, là, on voit un ovocyte qui est entouré encore dans son nuage de cellules qui provient du follicule. Et en parallèle, on prépare les spermatozoïdes. Grosso modo, on met sur une colonne qui va faire office de filtre et les spermatozoïdes les plus mobiles vont migrer au fond du tube lorsqu'on fait centrifuger ce tube. On a préparé les spermatozoïdes, on a récupéré les ovocytes, on doit donc mettre en fécondation et pour ça, on va réaliser une fécondation in vitro avec ICSI qui va consister à aller injecter un spermatozoïde dans chaque ovocyte.
Pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour faire en sorte qu'il y ait le moins de cellules autres que cet ovocyte et ce spermatozoïde pour éviter que en fait, d'autres cellules viennent contaminer le résultat génétique. Donc, on procède à la mise en fécondation et ensuite démarre la culture embryonnaire. Tout ovocyte mis en fécondation ne va pas lui donner forcément un embryon de bonne évolution. On va avoir certains critères pour juger à J3 quels embryons peuvent être biopsiés. Je vais surtout vous parler donc, de la technique de la biopsie, donc du prélèvement de cellules à J3. On fait c'est encore en cours de mise au point, la technique de biopsie à J5. S'il y avait des questions, j'ai des éléments là pour expliquer de quoi il s'agit. Si vraiment vous voulez dans les détails techniques, mais ça reste encore très majoritaire, la biopsie à J3, en tout cas en France. Donc, on arrive à J3, comme je disais, et donc on va aller prélever des cellules sur ces embryons, et c'est là qu'on va tester. Normalement, la vidéo fonctionne. On va essayer. Tout à fait, elle fonctionne, c'est merveilleux. Donc, ça consiste à aller d'abord donc faire un trou dans la zone pellucide, ce qui va en fait être une sorte de coque autour de l'embryon, des trous au laser pour pouvoir avoir accès aux cellules embryonnaires. Donc là, c'est ce que le technicien est en train de faire. Et ensuite, on va extraire une première cellule qu'on transmet au généticien et on va répéter l'opération pour pouvoir avoir un résultat sur 2 cellules. On n'est pas toujours capable de pouvoir le faire parce qu'en fait, il faut que l'embryon ait suffisamment de cellules pour pouvoir faire cette analyse en doublon. Là, on voit un embryon qui a beaucoup de cellules, donc aucun problème pour prélever 2 cellules. Hein? Une fois qu'on a prélevé la cellule, donc les cellules, comme je vous disais, on transmet à nos collègues de la génétique. Ma collègue vous a expliqué donc qu'il existait 2 grands types d'indications. Donc, si on voit d'abord le côté chromosomique, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si encore une fois il y avait des questions là-dessus, mais on verra dans ces cas dans un deuxième temps. La première possibilité, donc des indications, des réarrangements dans les chromosomes. Donc, ça n'a pas d'impact forcément sur le patient parce qu'en fait, toute l'information génétique est bien présente. C'est juste 2 chromosomes qui ont échangé un morceau. Par contre, quand il s'agit de fabriquer des spermatozoïdes ou des ovocytes, cet échange de chromosomes peut entraîner un déséquilibre. Et ce déséquilibre va être transmis à l'embryon, entraînant soit des fausses couches à répétition, soit des grosses malformations lors du développement embryonnaire. Donc, lorsqu'il s'agit d'un problème cytogénétique, donc un problème de chromosome, donc on transmet les cellules et les généticiens vont, dans un premier temps, faire sortir les noyaux. Comme vous pouvez voir, là, c'est une cellule qu'on a transmise à la génétique. Ils lisent la cellule pour faire sortir, on le voit, là, le noyau qui est sorti. Et ils vont fixer ce noyau sur leur lame. Étape suivante, on va marquer les chromosomes qui nous intéressent. Si par exemple, l'anomalie concerne le chromosome 11, le chromosome 15, ils vont marquer ces 2 chromosomes et après, on va dire qu'il ne reste plus qu'à compter les marquages fluo comme on a vu là. C'est vraiment simplifié. Voilà, tout le respect à mes collègues de cytogénétique, mais voilà, en simplifiant un petit peu la technique, après il suffit juste de compter le nombre de marques fluo pour chaque chromosome. Autre possibilité, des maladies de gènes, des maladies géniques. Ok, donc là, il y avait tout le listing de pathologies qui peut être pris en charge. On les a pas tous notés, il en existe plusieurs. Toute maladie génétique n'est hélas pas encore accessible au DPI actuellement, car chacune va nécessiter une mise au point spécifique et adaptée au couple. Donc toutes les pathologies n'ont pas encore été mises au point. Il y a parfois certaines spécificités dans certains centres. Donc, lorsque ça concerne ces analyses-là, donc pareil, on transmet les cellules aux généticiens, d'autres généticiens cette fois, qui vont cette fois tuber les cellules
et réaliser une analyse par PCR. Je me suis permis de mettre le mot PCR parce que voilà, depuis 2020, maintenant tout le monde connaît ce mot-là. Et donc, on va aller analyser les gènes d'intérêt, plus exactement la région qui englobe le gène, pour pouvoir un petit peu cartographier, refaire l'arbre généalogique de la cellule. Qui est-ce qui a été transmis par le spermatozoïde, par l'ovocyte et par les parents encore au-dessus, ce qui permet d'essayer d'établir dans la cellule considérée, est-ce qu'elle comprend le gène malade ou non. Donc, on fait la biopsie, comme je disais, au 3e jour. À J4, les généticiens nous rendent le résultat. Et à J5, donc, on va pouvoir faire le tri parmi tous les embryons. Donc, d'abord, on regarde nos embryons à J5. Tous les embryons J5 n'auront pas forcément évolué. Donc, on en perd déjà quelques-uns avec cette culture à J5, car tout embryon n'est pas capable d'avoir un développement jusqu'à terme, loin de là. Ensuite, parmi les embryons évolutifs, on va retirer les embryons qui ne sont pas, on va retirer les embryons malades. Et donc après, ce tri, il va rester souvent très peu d'embryons. Là, j'ai mis un cas vraiment stéréotypé, un cas très favorable. On parle de 5 embryons, il en reste 2 à la fin, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Et donc, si on a bien au moins un embryon sain et évolutif, le couple revient à Grenoble pour réaliser le transfert. Les chances de grossesse, 30 à 40% de début de grossesse par transfert. Pas mal. Par contre, hélas, dans environ 50% des cas, on n'arrivera même pas à l'étape de transfert, soit parce qu'on n'aura pas obtenu d'embryon, soit parce qu'on n'aura aucun embryon sain. Donc, ça fait un long parcours avec souvent un arrêt prématuré parce qu'on n'a pas réussi à obtenir un embryon sain de bonne évolution. Donc voilà, pour le DPI, c'est déjà le cas pour la fécondation in vitro. Disons qu'il faut partir d'un grand nombre d'ovocytes pour augmenter les chances d'avoir un embryon évolutif. Et avec le diagnostic préimplantatoire, il va falloir partir d'un nombre encore plus élevé d'ovocytes qui va nous permettre d'espérer beaucoup d'embryons pour au final avoir au moins un embryon à transférer. Et si vraiment c'est favorable, peut-être en plus de la congélation embryonnaire, parce que c'est vraiment la répétition des transferts qui va permettre d'apporter des bonnes chances en diagnostic préimplantatoire. Et tout ça entraîne son lot de contraintes. Je dis, il faut beaucoup d'ovocytes, donc il faut que les ovaires soient capables de fournir autant d'ovocytes. Et donc, la première contrainte, c'est qu'il faut que les patientes aient une réserve ovarienne qui soit importante. Si on veut avoir une chance d'avoir au moins un embryon à transférer, il faut avoir un fonctionnement ovarien vraiment qui soit capable de passer, entre guillemets, en sur-régime avec ce traitement de stimulation. Et toutes les patientes ne sont pas dans ces situations-là. Donc, on est très régulièrement obligé de ne pas pouvoir accéder à la demande du couple du fait de l'impossibilité liée à la réserve ovarienne. On va mettre en jeu le fonctionnement ovarien, la disponibilité du couple, des généticiens, des biologistes de la reproduction, des gynécos. Tout ça nécessite une programmation vraiment très très fine, le travail des personnes que vous avez vues d'ailleurs juste avant moi. Ça fait beaucoup de monde à essayer de coordonner. On ajoute à ça des organisations en 5 jours sur 7 ou en 6 jours sur 7 en fonction des activités. Donc, très régulièrement, on est contraint de devoir congeler des embryons. Avant biopsie, après biopsie, ça va vraiment dépendre de la situation qui se présente. Après, ce qu'on explique bien aux patients et des choses qu'on continue à suivre très régulièrement, quelle que soit la stratégie qui est proposée au couple, faire une tentative sans congélation, avec congélation avant ou après, c'est des choses que l'on suit et on voit qu'il n'y a pas de perte de chance, quelle que soit la technique qui est utilisée. Sur l'indicateur le plus important, c'est qui repart avec un bébé à la fin, une fois que l'on a fait soit, encore une fois, avec congélation ou sans, on n'a pas de différence significative sur les résultats.
Ça, c'est parce que la technique de congélation embryonnaire s'est nettement améliorée depuis qu'elle existe, avec notamment maintenant la vitrification. Donc, comme je disais, dans 50% des cas, on peut arriver au transfert, et donc ce transfert, on va suivre les résultats. Après, on revient sur un suivi qui est classique d'une fécondation in vitro. On dose les bêta-HCG 9 jours après le transfert. Si les bêta-HCG sont positifs, c'est le suivi échographique et ensuite le suivi médical qui va de n'importe quelle grossesse, qui va être adapté surtout au dossier médical de la patiente et pas forcément lié au fait qu'elle vienne du diagnostic préimplantatoire. À l'exception de certaines situations, je vous ai dit qu'on donnait un résultat sur une cellule qu'on vérifiait sur une deuxième, ce n'est pas toujours le cas. Donc, va se discuter parfois la réalisation d'un diagnostic prénatal en plus, par sécurité, si le couple le souhaite. On a démarré en 2017, toute fin 2017, et on a eu le couple parmi les couples qu'on a suivis en fin 2017-2018. Première réussite, la naissance en novembre 2018 pour une indication de mucoviscidose. Voilà, le tout premier bébé du centre de DPI à Grenoble. Voilà pour cette présentation sur le diagnostic préimplantatoire. Alors, je ne sais plus si elle était convenue. Question en toute fin pour tout le monde. En toute fin pour tout le monde. Donc, je vais donc laisser la parole au docteur Dunant. Au docteur Dunant pour la préservation de fertilité. Alors, je vais essayer de... un petit peu d'être pour partager l'écran pour être sûr que je ne peux pas. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas du tout? Non. Non, d'accord. Je ne sais pas comment on fait pour partager l'écran, je suis bien sûr. Ah, mais voilà, la technologie. Ah, mais ça, c'est écran partagé, et donc toi, tu es sur... Oui. Et là, normalement, ça doit être bon. Est-ce que vous pouvez juste nous confirmer que c'est bon pour le partage d'écran? Ok, super. Bon, du coup, j'enchaîne. Ma présentation va être plus courte parce qu'effectivement, le sujet principal est resté, bien sûr, le DPI, qui est quand même l'activité la plus spécifique et la plus rare, on va dire, à l'échelle du territoire français. Néanmoins, on profite de la possibilité qui nous est donnée pour faire des rappels sur les autres activités qui ont lieu dans notre équipe et éventuellement mentionner certaines spécificités ou certaines particularités de notre équipe. Moi, je suis Camille Dunant, je suis docteur Camille Dunant, je suis gynéco-obstétricien de formation et je suis médecin de la reproduction dans l'équipe de PMA du CHU avec une activité de PMA classique, de préservation de la fertilité et également je suis dans l'équipe de diagnostic préimplantatoire. On va parler du coup de cette notion de préservation de la fertilité qui me hérisse un petit peu car c'est pas du tout la fertilité de la femme ou de l'homme qu'on va conserver, c'est uniquement les gamètes. Et plus particulièrement chez les femmes cis ou les hommes trans que je vois, la notion de fertilité est bien plus large puisque il ne s'agit pas juste d'avoir des ovules ou du tissu ovarien conservé dans un congélateur, il faut aussi avoir un utérus fonctionnel, éventuellement des trompes fonctionnelles et bien sûr la rencontre à un moment ou à un autre avec des spermatozoïdes. Donc moi je préfère remettre tout de suite les choses dans le contexte en disant que nous on va préserver des gamètes, du tissu gonadique, mais c'est quand même très très modeste ce que l'on fait, même si c'est assez extraordinaire d'un point de vue technologique. Les notions en rappel, mais ça va être très rapide parce que c'est un petit peu ardu, c'est les concepts de réserve ovarienne. On en a beaucoup parlé dans le topo d'avant, du fait qu'on a besoin d'ovaires très fonctionnels pour leur demander un travail extraordinaire, c'est-à-dire de faire face à une stimulation, une réponse avec plusieurs ovules, une dizaine, une quinzaine, parfois une vingtaine, qui se mettent en piste en parallèle, là où vraiment notre corps, les ovaires sont vraiment faits dans un but unique qui est de faire un ovule, un par un, tous les cycles pour mener à une grossesse unique, parce que c'est ce qui est de plus simple à faire dans un utérus humain. Mais effectivement, cette réserve ovarienne,
elle a un sens et elle a une réalité, c'est que toutes les petites filles vont naître avec un stock d'ovules qui est fixé à la naissance, j'ai même envie de dire qu'il s'est formé en fait in utero, dans l'utérus de notre maman, et à la naissance, on a à peu près 1 million de petits follicules immatures. Ce stock, il est complètement définitif. Alors, il y a probablement des femmes qui naissent avec un stock plus large et sympathique et des femmes qui, dès la naissance, ont un stock qui est moins bon, ce qui va expliquer des histoires variables de familles avec des femmes qui sont ménopausées au-delà des 50 ans, qui est l'âge moyen de la ménopause en France, et à l'inverse, des histoires de familles de femmes où la ménopause survient à 42, 43 ans parce que le stock au départ est naturellement plus faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce stock, il est fixe au départ, donc après, il va faire que diminuer. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, qu'on soit sous pilule, qu'on soit enceinte, qu'on soit en train de faire une stime, qu'on a un blocage hormonal, dans tous les cas, les ovaires vont de manière immuable perdre des ovules tous les mois, jusqu'à ce qu'il y ait un moment, un autre, un épuisement complet de ce stock. C'est l'arrêt du fonctionnement ovarien avec la traduction clinique qui est l'arrêt des cycles et les symptômes de la perte de production d'œstrogène. Bref, c'est la ménopause qui arrive encore une fois à 50 ans en moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse, elle est tout au long de la vie, mais en fait, elle a une pente qui est différente. C'est-à-dire que dans la première partie de la vie, entre la puberté et on va dire 35 ans, la pente est assez douce, et à partir de 35 ans, clairement, ça se casse la figure, et à partir de 40 ans, ça a à nouveau un nouvel infléchissement de la courbe qui explique pourquoi, de manière globale, c'est un peu plus difficile pour tomber enceinte, mais surtout pour nous, c'est plus difficile de faire des techniques mettant en jeu plein de follicules d'un coup. Le problème, c'est que ces notions de réserve ovarienne qui diminuent au cours de temps se heurtent complètement à l'évolution de nos vies et au traitement aussi, à la prise en charge de certaines maladies, qui est que naturellement, les femmes vont avoir des premières grossesses, donc des deuxièmes, donc des troisièmes grossesses de plus en plus tard au cours de leur vie. Là, ce graphe n'est pas actualisé puisqu'il s'arrête en 2010, mais c'est quand même assez intéressant de voir que dans les années 70, on faisait un premier enfant en moyenne à 24 ans et qu'on est à 28 ans en 2010. En l'occurrence, on frôle carrément les 30 ans à peu près pour le premier enfant chez les femmes en France en 2020. Sauf que la réalité physiologique du corps, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation à cette situation et que la fertilité à 30 ans est déjà moins bonne que ce qu'elle était à 25 ans. Pour évaluer ce stock d'ovules, c'est-à-dire vraiment la capacité des ovaires à avoir un grand stock encore en réserve et à pouvoir répondre à nos traitements, on a 2 éléments qu'on va cumuler. Alors, on a déjà des éléments de l'interrogatoire. C'est sûr qu'une patiente qui a des cycles réguliers de 28 jours, comme dans les livres de biologie, c'est plutôt bon signe. Une patiente, à l'inverse, qui nous décrit qu'elle a des cycles qui progressivement se raccourcissent. Avant, c'était 28 jours, maintenant, c'est 27 et depuis quelques mois, c'est 26. Ça, c'est un signe d'appel pour se dire que peut-être ce stock est en train de baisser. Mais de manière plus formalisée, si on doit évaluer ce stock, on a 2 outils à notre disposition. On a la prise de sang qui est l'AMH qui est remboursée depuis avril 2021 après 20 ans, a coûté 50 balles et à pas être pris en charge par la sécurité sociale. C'est une bonne chose parce que vraiment pour nous, c'est un élément très important. Malheureusement, quand on doit se mettre des seuils, on a parlé des patientes dans le cadre du DPI, on se met des seuils de dosage d'AMH, on se met des seuils du nombre de follicules en dessous desquels on ne va pas accepter une prise en charge d'un coup parce qu'on sait que statistiquement, si on part avec une réserve trop faible, on ne va pas y arriver. Donc l'AMH a cet intérêt de donner un élément chiffré qui nous permet de nous aider dans nos décisions. Ça nous aide aussi, même quand on prend en charge un couple, à calculer les doses de départ de traitement de stimulation qu'on va faire dans le cas du DPI en PMA classique, ou moi, quand je vais faire une préservation d'ovocytes en faisant une stimulation pour conserver des ovules. L'autre élément qui va avec l'AMH, c'est l'échographie de compte des follicules en trop. Donc cette échographie qu'on fait en début de cycle, en gros pendant les règles ou la fin des règles, où on va se tâcher de compter tous les petits follicules visibles en périphérie de l'ovaire. Et très clairement, une patiente qui a 15 petits follicules qui sont comptés, si on a un traitement qui est correctement appliqué, on peut espérer avoir, alors peut-être pas les 15 follicules qui se mettent en piste et 15 ovules parce que les ovaires ne sont pas compliants à ce point-là, c'est pas le miracle non plus, mais peut-être une dizaine, une douzaine d'ovules qui se mettent en piste en parallèle, ça c'est un objectif raisonnable. À l'inverse, une patiente qui aura un compte des follicules effondré, parfois, moi, je vais être la personne qui, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles qui lui sont annoncées, par exemple, dans le parcours d'un cancer du sein, je vais en plus devoir leur dire que je ne peux pas faire de préservation d'ovocytes parce que les ovaires sont déjà malheureusement dans un état de fonctionnalité qui est trop faible pour pouvoir faire une stimulation. À l'inverse, une patiente qui a 40-50 follicules qui sont comptés sur les ovaires, je vais devoir être très prudente dans ma stimulation pour pas avoir un phénomène d'hyperstimulation ovarienne. Donc moi, au début de mon activité, donc il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire de la préservation, je ne voyais que des patients dans le cadre de la préservation
oncologiques. Puis ensuite, j'ai vu apparaître des patientes pour des causes médicales non cancérologiques. Et puis maintenant, il y a l'évolution de la loi de bioéthique qui va permettre à des femmes de pouvoir demander ou de voir en tout cas d'avoir une consultation d'information et éventuellement derrière une conservation de leurs ovocytes, même sans indication médicale. C'est sûr que dans un contexte d'indication de type chimiothérapie ou éventuellement de radiothérapie au niveau du ventre, c'est évident, ce sont des produits qui sont toxiques, qui sont gonadotoxiques, qui vont aller attaquer le stock d'ovules et qui vont aller le diminuer. C'est très variable d'une chimiothérapie à l'autre, donc de la pathologie. Ce qu'on voit le plus souvent, ça va être effectivement les cancers du sein, parce que c'est ça qui touche les femmes jeunes en plus grand nombre, on va dire, ou des maladies du sang type leucémie, lymphome. C'est globalement 90%, 95% des préservations cancéro que je suis amenée à voir. Je vois très rarement des choses plus, on va dire, marginales, des cancers digestifs, des cancers ORL, parce que quand même, heureusement, on va dire, le cancer n'est pas une maladie normalement qui touche en fréquence des patientes qui sont en âge de procréer et d'être prises en charge dans le cadre de la PMA. Mais malheureusement, on constate quand même une augmentation importante des cas de cancer jeunes, notamment des cancers du sein. Donc, chez ces patientes-là, c'est une indication qui est évidente. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce sera faisable. Est-ce qu'on va avoir le temps de le faire? Est-ce que l'état de santé de la patiente va le permettre? Est-ce que la patiente va souhaiter le faire? Et est-ce que, encore une fois, ces ovaires sont encore en état de répondre à ce qu'on va leur demander, c'est-à-dire de faire une stimulation multifolliculaire? Il y a des fois où je vois les patientes en consultation. L'important, à mon sens, c'est qu'il y ait une information qui soit complète, qui soit honnête et qui soit éclairante, on va dire, et puis après la patiente fera son choix et moi après je lui dirai ce qui est possible de faire ou ce qui malheureusement n'est pas possible de faire. On peut aussi être amené à préserver ses ovules ou du tissu ovarien ou des spermatozoïdes, pas parce qu'on va avoir un traitement qui abîme les gonades, mais juste parce qu'on va avoir un traitement pendant longtemps et qui pendant tout ce temps-là va nous empêcher d'utiliser nos gamètes. Ça peut être le cas, par exemple, pour des maladies auto-immunes, le lupus, je pense, ou à des maladies rhumatismales, où j'ai des patientes qui vont prendre des traitements qui sont immunomodulateurs, immunosuppresseurs, ou qui sont des équivalents de chimiothérapie, comme le méthotrexate, par exemple, et qui n'ont pas d'impact sur le stock, mais juste, pendant toute cette période-là, elles vont avoir l'impossibilité de concevoir avec leurs gamètes. Et du coup, on va conserver des ovules, parce qu'on sait que leur projet de grossesse va peut-être être repoussé à des années et des années plus tard. Pour les hommes, l'intérêt aussi de conserver, c'est que eux, pour le coup, comme ils ne sont pas amenés à porter la grossesse, ils pourront utiliser leurs paillettes de spermatozoïdes congelés avant d'avoir débuté leur traitement, même s'ils ont des traitements à poursuivre pendant plusieurs années. Maintenant, comme je vous disais, on a une ouverture incroyable du champ de la préservation qui va arriver. Je ne vous cache pas qu'on ne sait pas trop où on va caser nos patientes, mais on va les accueillir bien sûr avec joie et bonheur, mais pour l'instant, nous sommes à effectif constant, donc on voit comment ça va se passer pour accueillir à la fois les couples de femmes, les femmes seules qui souhaiteraient un accès à la PMA, et les patientes et les patients qui vont souhaiter bénéficier d'une préservation de leurs gamètes sans indication médicale, parce que la loi de août 2021 le permet. Il y a des petites précisions qui ont été apportées par des décrets d'octobre qui disent que pour les femmes qui souhaiteraient conserver leurs ovocytes, il y a une tranche d'âge qui va être autorisée entre 29 et 36 ans. Je pense que le législateur a voulu éviter les conservations trop jeunes qui conduiraient vraiment à un pourcentage de réutilisation extrêmement faible. On est déjà quand même dans les pays qui font déjà de la conservation non médicale à moins de 5% des patientes qui congèlent qui vont effectivement venir réutiliser leurs ovocytes. Parce qu'en pratique, la nature a beau être cruelle, la nature n'est pas si cruelle que ça et la plupart des patientes, le jour où elles souhaiteront concevoir, elles arriveront à concevoir avec leurs propres gamètes ou éventuellement une aide médicale, mais sans avoir besoin de piocher dans ces ovules qui ont été congelés. La borne maximale, elle a été mise à 36 ans révolus, c'est-à-dire le jour du 37e anniversaire, ce qui correspond à une réalité médicale qui est que, je vais vous montrer les chiffres, on n'est pas très bon au niveau des chances de grossesse qu'on donne quand on congèle des ovules et on devient très mauvais quand on commence à arriver à des âges avancés et c'est là où c'est terrible. Je suis dans cette tranche-là, mais à partir de 37 ans, on est dans un âge avancé au niveau de la qualité des ovocytes. Il y a quand même un flou, il faut le savoir. On a beaucoup de patientes qui nous appellent pour avoir des consultations dans ce cadre-là, mais à l'heure actuelle, par exemple, nous ne savons pas quelles vont être les modalités de prise en charge de la préservation d'ovocytes ou même de spermatozoïdes sans indication médicale. A priori, il va y avoir une prise en charge par la Sécu qui va être large, mais peut-être pas la prise en charge de la conservation. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une facturation qui est faite aux patients, aux patientes dans ce cadre-là, qui est à peu près d'environ 60 €. On l'a déjà, par exemple, pour les hommes
qui conservent leurs spermatozoïdes avant une vasectomie, c'est-à-dire qui volontairement congèlent leurs spermatozoïdes parce qu'ils vont faire une technique de stérilisation, de ligature du coup par vasectomie. Là, eux, tous les ans, ils ont déjà une facture qui leur arrive pour participer aux soins, parce que ce sont des soins dits de confort et pas des soins médicaux essentiels. Là, à l'heure actuelle, nous n'avons pas cette information et nous espérons peut-être avoir des décrets d'ici la fin de l'année. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est une petite subtilité, mais c'est intéressant et on voit des donneuses qui sont dans cette situation-là, c'est que qui dit préservation sociétale possible dit qu'il y a une fin du don d'ovocytes avec conservation pour soi-même. Ça avait été cette porte d'entrée où certaines donneuses clairement venaient donner leurs ovocytes parce qu'elles savaient qu'elles avaient la possibilité de demander de congeler les ovocytes surnuméraires pour elles-mêmes. Là, bien évidemment, une patiente qui viendra, qui est un peu ambiguë vis-à-vis de son souhait de donner les ovocytes, on va l'orienter clairement plutôt vers la préservation pour elle-même. Il faut vraiment qu'il y ait, encore une fois, une vraie motivation à donner ses ovocytes. Et on a eu, pas plus tard que la semaine dernière, cette situation où, en creusant la situation, c'était plutôt une préservation qui était souhaitée par cette personne plutôt qu'un don d'ovocytes. Et là, on la réoriente plutôt vers cette possibilité-là. Il y a 2 techniques qui sont possibles pour conserver les gamètes féminins. Pour les gamètes masculins, la conservation de spermatozoïdes, on va dire, est plus simple. Alors, plus simple, c'est un recueil par masturbation au laboratoire. C'est pas toujours évident de se projeter dans une salle complètement médicale et très très froide, on va dire, pour faire ce recueil, notamment quand on pense à des contextes de cancérologie, de pathologie ou même de préservation chez des jeunes mineurs, des garçons qui sont juste au début de leur puberté, et ça peut être quelque chose qui est assez complexe. Néanmoins, ça reste quelque chose qui est plus simple que la partie ovule, et c'est pour ça que j'en parle un petit peu plus. La première chose qui existe, c'est de conserver du cortex ovarien, c'est-à-dire du tissu, l'ovaire. Vraiment, on prélève un ovaire en entier par célioscopie, on le met au congélateur. C'est une manière vraiment très très simpliste de voir les choses, mais c'est ça, c'est une technique qui existe depuis plusieurs années, qui commence à être réutilisée pour c'est-à-dire greffer les ovaires. Moi, typiquement, avant 2015, quand on faisait des congélations d'ovaires, on allait voir les patientes en disant on congèle votre ovaire, mais on ne sait pas à l'heure actuelle comment on va utiliser ces greffons. Il n'y a pas de naissance vivante, on est au stade expérimental sur l'animal. Nous espérons que la technique va se développer. Cette technique, maintenant, elle arrive à maturité. Il y a plus de 200 enfants qui sont nés après une greffe de tissu ovarien chez leur maman. C'est pas une greffe au sens comme une greffe de rein. Il n'y a pas besoin de médicaments immunosuppresseurs puisque c'est notre propre ovaire qu'on remet à l'intérieur de notre corps. Mais néanmoins, on constate 200 enfants, que dalle par rapport à la masse d'enfants qui naissent dans le monde tous les jours ou qui naissent même avec des techniques de PMA. Donc, on comprend bien que c'est une technique qui est émergente, qui est très rare. Clairement, en France, c'est encore dans le cadre d'études. Moi, j'ai le droit de prélever un cortex ovarien au CHU de Grenoble, mais je ne suis pas habilitée à le regreffer. Si j'ai une de mes patientes qui a besoin de réutiliser son cortex ovarien, je vais l'envoyer dans un des centres qui est en cours de faire ses études, qui normalement aurait dû se finir en 2020, mais a priori, il y a eu un petit souci viral, un truc qui est arrivé à la Terre qui a fait que tout a pris du retard et que tout est un peu en suspens. Mais voilà, normalement, on espérait pouvoir se mettre à greffer de manière beaucoup plus facile dans tous les centres fin 2020. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi on prélève du cortex ovarien ? Globalement, c'est une procédure qui est très rare. On le fait vraiment dans des situations de grande urgence. La situation la plus fréquente étant des patientes qui ont déjà dû débuter de la chimiothérapie en urgence. C'est pas génial de prélever un ovaire qui a déjà reçu la chimio, mais c'est possible. Je pense aux patientes avec des lymphomes ou des leucémies où il n'y a même pas 24 heures qui est possible pour organiser une consultation. Il faut débuter la chimio très très vite, même si on a un peu des scrupules à prélever, typiquement dans le cas des leucémies, pour le risque de cellules tumorales qui se mettent dans l'ovaire. Et moi, je prélève aussi des ovaires pour des petites filles prépubères, donc des petites filles chez qui une stimulation ovarienne ne serait pas possible, ou pour des patients dans le cadre de la cancérologie du sein qui vont d'abord avoir une chimiothérapie, qui ont donc leur cancer en place, et chez ces patientes-là, je n'ai pas le droit à l'heure actuelle de leur faire un shoot hormonal pour leur faire une stimulation. Nous n'avons pas d'études rassurantes qui nous permettent de le faire, et on n'est pas des cow-boys, donc on ne le fait pas à l'heure actuelle, et on n'est pas du tout certain de pouvoir aller dans cette direction-là. Donc c'est rare. C'est quand on est en situation d'urgence temporelle ou quand on ne peut pas faire autrement. Dans le cas de la préservation sociétale, il est évident que prélever un ovaire n'a pas sa place. C'est évident. La conservation d'ovules, je vais passer très vite sur cette slide parce qu'en pratique, c'est exactement la même chose que vous a expliqué le docteur Bessona. C'est la même stimulation que pour aller faire une fécondation in vitro, sauf qu'on va s'arrêter à l'étape où on récolte les ovules et où on les congèle.
la même modalité de ponction, une réutilisation forcément en fécondation in vitro. Les patientes espèrent souvent, quand je congèle leurs ovules, que le jour venu, je pourrais mettre l'ovule dans leur ventre et avoir une fertilité naturelle. Non, clairement, le stock est trop précieux, trop petit, trop fragile, trop fini, j'ai envie de dire, parce que si on a 15 ovules, c'est 15 ovules, c'est tout. Donc, c'est 15 possibilités d'avoir un embryon. Donc, ça va forcément être au laboratoire, une décongélation des ovules, la mise en contact avec les spermatozoïdes, soit d'un conjoint si on est face à une situation de couple hétérosexuel, soit face à un don de spermatozoïdes s'il y a besoin d'un don de spermatozoïdes parce que femme seule, couple de femmes ou conjoint azosperme. Et avec l'évolution derrière, c'est-à-dire qu'on peut avoir congelé 15 ovules et à la fin n'avoir aucun embryon compatible avec une grossesse, ou à l'inverse, on peut avoir un seul ovule, le miraculeux, qui va donner l'embryon, qui va donner une grossesse, qui va donner un enfant vivant, et à ce moment-là, une grande chance. Néanmoins, il y a sur cette slide un peu tous les avantages et les inconvénients. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un traitement qui est certes contraignant, qui a besoin d'avoir du temps devant soi. Quand je parle de préservation sociétale, il va falloir quand même le conjuguer avec des impératifs personnels, professionnels. Quand c'est dans le cadre de la cancérologie, il va falloir parfois négocier un peu avec les restes des équipes, les oncologues, les radiothérapeutes, les radiothérapeutes pour avoir le droit de faire nos traitements, éventuellement de décaler des débuts de chimiothérapie. Donc, c'est pas extrêmement simple à mettre en œuvre. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats en face de ça, et malheureusement, ça va être ça le gros travail qu'on va avoir à faire avec les patientes qui vont arriver, je pense, avec un espoir immense et qu'on va devoir malheureusement doucher un peu en leur rappelant les chiffres. C'est que, certes, c'est une technique qu'on connaît, du coup, qu'on pratique depuis 10 ans maintenant en France, mais néanmoins, les résultats à l'utilisation d'ovocytes sont extrêmement faibles. Quand on regarde, alors certes, c'est une étude de 2012, on peut espérer peut-être avoir une meilleure expertise, une meilleure pratique des techniques de vitrification, dévitrification des ovocytes. Mais en pratique, là, quand on regarde ces chiffres-là, c'est un peu terrible, c'est qu'il y a moins de 5%, moi c'est le chiffre que je donne aux patientes, moins de 5% de chances de grossesse par ovule congelé. Comme c'est des statistiques par ovule, on peut encore une fois avoir un ovule qui a tout compris, qui a 100% et qui va donner un enfant, ou on peut avoir 20 ovules au congélateur et avoir à la fin 0 grossesse. Donc vraiment, faut pas l'aborder comme je sécurise un enfant, je sécurise par la congélation de ces 20 ovocytes, je mets à l'abri cette possibilité d'une fertilité, cette certitude d'une fertilité. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, à mon sens, vraiment, la consultation pour informer les patientes, débriefer sur la réserve ovarienne, sur les questions qu'on peut avoir associées à la fertilité, différencier bien la fertilité naturelle qui est possible même quand on a une réserve ovarienne qui est pas bonne du tout et la notion de stock qui est vraiment en gros juste un truc pour nous, c'est-à-dire est-ce qu'on a un stock d'ovules qui nous permet de faire une stimulation pour faire une FIV. C'est vraiment un truc qui est utile que pour les FIVistes. Ça n'a pas d'intérêt dans l'espèce humaine pour être capable tous les mois de faire un ovule et d'avoir la possibilité d'une grossesse spontanée. Mais ça, c'est important d'avoir ces informations à la fois de tous les intervenants soignants qui vont être dans le parcours de nos patientes, les sages-femmes, les médecins généralistes et les gynécologues qui font le suivi gynéco annuel au quotidien de nos patientes. Et nous, quand on reçoit ces femmes cis ou ces hommes trans en consultation, de donner vraiment une information, encore une fois, juste et éclairante sur qu'est-ce que c'est la fertilité, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, est-ce que c'est logique de vous le proposer, est-ce que vous souhaitez y avoir accès. Les points forts de notre équipe, et je vais bientôt finir, je suis désolée, je parle très très vite et j'ai beau essayer de baisser mon débit, c'est un de mes travers, je crois que je finirai ma carrière toujours en débutant aussi vite. Les points forts de notre équipe, c'est qu'on est tout plein à être formé à la consultation et aux techniques de préservation de la fertilité masculine, féminine, ou plutôt de spermatozoïdes, d'ovules. On a des gynécologues pour la préservation ovocytaire, des médecins biologistes pour la préservation de spermatozoïdes et bien évidemment pour faire aussi toute la technique de congélation du cortex ovarien. Nous avons également dans notre équipe une psychologue qui va peut-être être rejointe par une collègue qui est notamment très utile dans le cadre des préservations, dans le cadre de la transition, qui va aussi être, vous l'avez vu dans le topo sur le DPI, qui est partie prenante de l'équipe de coordination du DPI pour avoir un entretien avec l'ensemble des couples qui se lancent dans le parcours. Nous avons mis en place une boîte mail spécifique pour la préservation de la fertilité. Alors, il faut savoir que c'est vraiment réservé à la préservation urgente, c'est-à-dire que clairement c'est plutôt un canal qui est utilisé par les médecins qui m'adressent ou qui nous adressent les patients, les patientes, mais ça a le mérite d'être une adresse qui est générique et qui permet de ne pas adresser à un médecin en particulier, du coup de ne pas avoir de problème si le médecin n'est pas là à ce moment-là. Néanmoins, s'il y a une demande qui nous arrive et qui ne relève pas d'une urgence,
On va juste rediriger la personne vers le bon endroit. On fait une réponse sous 48 heures. Alors, bien sûr, dans le cadre de l'urgence, hein, on voit les patientes en consultation sous 48 heures pour pouvoir voir ce qui est faisable et pour pouvoir lancer une stimulation parfois en 48 heures. Et nous avons des décisions qui sont prises dans le cadre d'une réunion, d'une concertation pluridisciplinaire, donc une RCP oncofertilité qu'on a mis en place cette année et qui est vraiment spécifiquement dédiée à traiter tous les dossiers de demande de préservation dans le cadre de la cancérologie pour prendre les décisions les plus justes et les plus modernes, on va dire, c'est-à-dire en se basant vraiment sur les données les plus récentes de la science. Ah, intéressant cette petite coquille. Je m'excuse juste d'intervenir, c'est absolument passionnant tout ce que vous nous racontez. Je parle trop, c'est ça. Alors, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a d'autres interventions derrière et on a pas mal de questions qui arrivent et un temps limité. Est-ce que je crois qu'on a déjà pas mal d'éléments et si on veut garder un temps pour les questions à la fin, je m'excuse, c'est pas tellement poli de ma part, mais c'est important de respecter les temps de parole, donc aucun problème. Voilà, merci beaucoup. Mais de rien. Hop, je m'en vais. Alors, je laisse la parole pour la présentation suivante, sachant qu'effectivement, il va falloir y aller un petit peu au pas de course, puisqu'on a beaucoup de questions et que les gens, je pense que c'est important, c'était aussi l'idée de ce soir, c'était que les gens puissent interagir avec vous. Voilà. Merci. Alors, je vous rassure, puisque la présentation sur le don d'ovocytes, comme il y a déjà plein de choses qui ont été dites dont il y avait besoin, sera beaucoup plus courte. Alors, voilà. Et puis... que je puisse revenir... Ça marche pas comme ça. Je peux... Voilà. Vous voyez le diaporama, c'est bon? Donc, du coup, effectivement, ça va être une présentation beaucoup plus courte. Je suis professeur NB, je suis médecin biologiste, comme le docteur Bessona. Et pour la prise en charge du don d'ovocytes, c'est également une prise en charge pluridisciplinaire qui va faire intervenir des gynécologues du centre d'AMP, la psychologue dont on avait déjà parlé, et puis les biologistes. On fait du don d'ovocytes à Grenoble depuis 2008. Et historiquement, enfin, l'ensemble des centres gérants du don d'ovocytes se sont un petit peu partagés le territoire national. Et on se partage donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, avec nos collègues d'Auvergne sont très loin, donc on n'a pas de patients, pas vraiment de patientèle commune. Mais on se partage la région Rhône-Alpes avec nos collègues lyonnais et Grenoble a plutôt en charge le sillon alpin. Donc, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Drôme. On partage également les Hautes-Alpes avec nos collègues du sud, de Marseille notamment. On reçoit donc les donneuses dans ce parcours de don d'ovocytes, puisque s'il n'y a pas de donneuse, il n'y a pas de don, avec des donneuses qui en moyenne ont 32 ans. Les recommandations de prise en charge sont entre 18 et 36 ans, donc moins de 37 ans, majeures et moins de 37 ans. Des donneuses qui peuvent être aussi bien célibataires qu'en couple, avec ou sans enfants. Dans notre centre, on a près de entre 70 et 80% de démarches personnelles de dons. Alors qu'une moyenne nationale serait plutôt autour de 60%, avec beaucoup de démarches relationnelles. Ce n'est pas trop notre cas à Grenoble. Les donneuses qui vont donc faire cette démarche bénéficieront d'une prise en charge par l'assurance maladie des frais médicaux et d'un remboursement a posteriori du don des frais non médicaux par le Trésor public. Dans le cadre de la nouvelle loi de bioéthique qui prévoit donc l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées,
prévoit également la levée possible de l'anonymat à la demande des personnes conçues à partir du moment où elles seront majeures. Et pour l'instant, on est donc dans une période de transition pour cette levée de l'anonymat qui nous amènera jusqu'en septembre 2022. Donc à partir de septembre 2022, les donneuses, et c'est pareil pour les donneurs, pourront exprimer leur accord sur la levée possible de l'anonymat, y compris donc ceux qui donneront à partir de septembre 2022 et également ceux qui auront déjà donné. En Rhône-Alpes-Auvergne, l'Agence de la biomédecine recensait en 2018 83 donneuses, ce qui est vraiment très insuffisant par rapport à la demande. Et il y a donc un site tout à fait utile qui est le site dondovocytes.fr, qui est géré, piloté par l'Agence de la biomédecine, qui permet d'avoir toutes les informations si on souhaite donner, d'avoir aussi bien donc l'ensemble du parcours de don, d'avoir des témoignages, des réponses aux principales questions posées, de savoir qui peut donner. Si on a déjà donné, on peut redonner, puisque les recommandations de prise en charge autorisent actuellement, ou recommandent en tout cas, un maximum de 2 dons pour une même donneuse. Et puis, on peut également sur ce site trouver le centre gérant du don le plus proche de chez soi. Donc, je vous ai fait des copies d'écran. Vous mettez votre code postal. Alors, pour changer un peu, je n'ai pas mis 38 000, j'ai mis 73 000. Donc, je n'ai pas mis le code postal de l'Isère. Donc, et vous avez les coordonnées des centres d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 3 centres, Clermont, Lyon et Grenoble. Et vous pouvez donc aller spécifiquement questionner le centre de Grenoble avec la possibilité de laisser un message, de laisser une demande d'information qui du coup arrive directement dans nos boîtes aux lettres, qui nous permet d'y répondre et on s'emploie à y répondre dans la semaine pour que les donneuses qui souhaiteraient donner puissent avoir les informations rapidement, qu'on puisse voir avec elles en fonction de leur âge, de leur réserve ovarienne, si le don est possible ou pas, et espérer perdre le moins possible de donneuses dans ce parcours. En moyenne, on aura autour de 60% des donneuses qui, ayant entamé une démarche, iront jusqu'au bout de la démarche. Donc un recrutement qui nécessite de voir beaucoup de donneuses et dont on a pas mal d'échappements en cours de parcours. On s'est organisé à Grenoble à ce que les donneuses se déplacent le moins possible et que le parcours soit le plus facilité, avec donc des rendez-vous groupés d'information, ce qui permet à la donneuse de voir le même jour, sur la même demi-journée, le ou la gynécologue, la psychologue et puis l'un des médecins biologistes pour faire l'ensemble des bilans, donner toutes les informations, s'assurer de l'absence de contre-indication. Dans le bilan, il y aura un bilan à visée hormonale. On a largement parlé de la réserve ovarienne, donc de la capacité des ovaires à répondre à la stimulation hormonale. Pour cela, on dosera notamment l'hormone antimulérienne dont vous a parlé le docteur Dunant. On contrôlera éventuellement le compte de follicules à l'échographie. Il y a un bilan qui a une visée génétique où on s'emploie à voir si dans les antécédents personnels et familiaux de la donneuse, on a un risque génétique qui est différent et qui est augmenté par rapport à celui de la population générale. Et dans ce cas-là, on documentera par des analyses génétiques si cette documentation est possible. Et en fonction de ce qui est trouvé, ça aboutira soit à considérer, par exemple, qu'il y a une contre-indication au don parce qu'il y a une problématique génétique grave, que la donneuse transmet cette problématique, ou à considérer que si c'est par exemple une problématique multifactorielle, que c'est un facteur cumulatif de risque, donc un élément qu'on ne cumulera pas avec le même genre de problématique de santé chez le conjoint receveur, ou au contraire, si on n'a pas de problématique particulière d'ordre génétique, à accepter le don. La troisième partie du bilan, c'est un bilan sanitaire concernant des sérologies pour les maladies sexuellement transmissibles, sida, syphilis, hépatite notamment, et la réalisation d'un groupe sanguin pour la ponction si la donneuse n'a pas déjà une carte de groupe sanguin. Les donneuses ont ensuite un délai de réflexion incompressible d'1 mois, ce qui est bien pour leur réflexion, ce qui est aussi bien pour nous, puisque parmi les analyses génétiques faites à titre systématique, il y a un cariotype, une analyse du nombre et de la formule des chromosomes, que le délai de rendu du cariotype est d'environ 4 à 6 semaines. Ça nous permet aussi de récupérer l'ensemble du bilan. Quand on a donc récupéré l'ensemble des bilans et que le don s'avère réalisable,
une deuxième série de rendez-vous groupés pour finaliser l'information, les ordonnances, planifier le don, où la donneuse voit à ce moment-là, revoit la gynécologue, voit l'anesthésiste et une sage-femme pour avoir toute l'explication du déroulement de la stimulation et de la surveillance de cette stimulation. Les principes sont ce que vous avez déjà vu dans le cadre du DPI ou de la préservation de fertilité. On est dans les traitements de FIV, c'est pas différent. Et dans l'organisation du suivi de cette stimulation, c'est souvent une question qui est posée. Donc aussi, de la même façon qu'on a groupé les rendez-vous pour que les donneuses se déplacent le moins possible, on organise également les surveillances à distance près de chez les donneuses. C'est d'ailleurs pareil pour nos dames qui sont suivies en fécondation in vitro. Et on ne voit dans le centre pour le suivi de la stimulation que les donneuses qui sont dans l'agglomération et que ça arrange de faire chez nous. Les ponctions ovariennes sont donc faites en ambulatoire. Alors, si vous n'avez pas vu notre magnifique pièce de ponction, on pourra revenir au diaporama du docteur Dunant si besoin, puisque maintenant les ponctions sont faites juste à côté du laboratoire, donc sous anesthésie locale, avec une prise en charge de la douleur, avec de l'hypnose, avec incessamment sous peu des casques de réalité virtuelle qu'on est en train de tester pour aider à cette gestion de la douleur. Et puis un suivi dans les jours qui suivent le don, un suivi de proximité. Donc les donneuses savent qu'elles peuvent s'adresser près de chez elles s'il y a des soucis particuliers et qu'on est également à leur disposition localement, mais il n'y a pas forcément besoin qu'elles se redéplacent vers chez nous. Donc voilà pour ce qui concerne les donneuses. Donc un parcours qu'on a voulu le plus simple, le plus facile possible. Pour les couples receveurs, c'est une ouverture d'une demande de don avec là aussi des rendez-vous multiples, gynécologue, biologiste et psychologue. Toutes les demandes de dons d'ovocytes sont discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire. On a une réunion tous les mois, ce qui permet de voir s'il y a une indication médicale au don d'ovocytes et quelle en est la faisabilité, et ensuite d'organiser ensuite le calendrier de la suite des démarches pour que les couples receveurs sachent ensuite ce qu'ils ont à faire une fois que le dossier est accepté et sous quel délai. Et actuellement, on a un délai de prise en charge en don d'ovocytes qui est de 2 ans. On était à 1 an et demi, le Covid étant passé par là. Ça nous a allongé notre délai. On s'emploie actuellement à revenir à un délai d'1 an à 1 an et demi, mais ça va prendre un peu de temps et il faut surtout qu'on arrive à recruter plus de donneuses. Donc les indications sont de façon très très largement majoritaire les insuffisances ovariennes prématurées, avec un seuil d'hormones antimullériennes inférieur à 1 chez des dames dont cette insuffisance s'est manifestée avant 38 ans, qui est le contexte d'une insuffisance ovarienne prématurée. On a quelques pourcents d'indications génétiques, c'est assez stable dans le temps depuis une vingtaine d'années, ça représente autour de 5 à 10% des indications de dons de gamètes sont des indications pour raisons génétiques, et notamment s'il n'y a pas de diagnostic génétique précis et qu'on ne peut pas envisager du diagnostic préimplantatoire. Et puis, on peut avoir également des indications pour échec d'aide médicale à la procréation, qui sont essentiellement des anomalies qualitatives des ovocytes à ce moment-là, avec des couples qui ont bénéficié de tentatives d'AMP dans lesquelles il y a eu une problématique ovocytaire très précocement dans le déroulement de la tentative et en général pas d'embryon transféré ou congelé. Ces couples receveurs, à partir du moment où le dossier a été validé, vont avoir une obligation de signer un consentement pour une aide médicale à la procréation avec tiers donneur de gamètes. Ce consentement, depuis 2018, est signé exclusivement chez les notaires. On organisera ensuite un rendez-vous de congélation pour les spermatozoïdes du conjoint, puisque les ovocytes de la donneuse vont être mis en fécondation avec les spermatozoïdes du conjoint. Alors, on pourra discuter de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules et de ce que ça peut impliquer également du côté du don d'ovocytes. Donc, cette congélation de spermatozoïdes a pour unique but de nous faciliter la gestion de l'anonymat, puisqu'on est très majoritairement en attribution d'ovocytes non congelés, pour ne pas perdre des chances du fait de la vitrification des ovocytes, ce qui va nous permettre la facilitation de la gestion de l'anonymat. Quand la donneuse est dans le centre, le couple receveur n'y est pas. Et on demande au conjoint receveur, s'il y a une consommation de tabac, de cannabis ou autre qui peut être préjudiciable à la qualité des spermatozoïdes, d'avoir arrêté cette consommation au moins 3 mois avant la congélation, parce que comme c'est la donneuse qui va subir les risques de la stimulation, il faut que les conditions soient vraiment optimales au sein du couple. On finalise ensuite le bilan féminin, bilan d'implantation, hystéroscopie, un cycle d'essai pour trouver les doses de traitement hormonal qui vont aller
bien aller pour la receveuse, pour que lorsqu'il y aura des embryons à transférer, on soit vraiment dans des situations optimales de chance de grossesse. L'attribution des ovocytes se fait donc au fil de l'eau d'une liste d'attente, avec si possible le respect de critères d'appariement qui vont être par ordre décroissant d'importance: la couleur de la peau, les yeux, la taille, et on fait ce qu'on peut. On a très peu de donneuses qui ne sont pas de phénotype européen. Selon le nombre d'ovocytes, on va pouvoir partager ces ovocytes entre plusieurs couples receveurs. On sera toujours en technique de fécondation in vitro avec micro-injection. Et comme toute tentative de FIV, on va pouvoir congeler les embryons obtenus à J3 ou à J5. Et progressivement, on a évolué vers des tentatives où, alors on ne fait pas de tentatives avec des ovocytes congelés, mais en revanche, on va faire les cycles de transfert avec des embryons congelés, ce qui facilite là aussi la gestion des tentatives. Et on a des résultats qui sont équivalents à ce qu'on a en transfert d'embryons frais. Et les chances de grossesse sont similaires à l'aide médicale à la procréation par fécondation in vitro assistée par micro-injection. On est dans le même cadre. On n'a pas des chances de grossesse qui sont nettement supérieures, notamment probablement liées au fait de l'âge moyen de nos donneuses qui n'est que de 32 ans, qui n'est pas plus jeune que 32 ans. Voilà. Alors, je profite de ce petit intermède et je m'en excuse par avance, mais vraiment, le temps passe et nous avons beaucoup de questions sur tout ce qui concerne le diagnostic implantatoire. On sera obligé malheureusement de s'arrêter à 19h30 précise, c'est le temps dont on dispose. Je vous propose de modifier un tout petit peu les règles, c'est-à-dire de partir des questions que les participants ont posées et peut-être de profiter de cette occasion pour donner la parole aux personnes de l'équipe de Grenoble qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer jusque-là. Je pense au docteur Bosson, à Charles Couton, au docteur Arduz. Je suis désolée de modifier un petit peu les choses, mais sinon on n'aura vraiment pas le temps et je pense que ce serait dommage de ne pas profiter de vous tous pour répondre aux questions des gens. Voilà, avec toutes mes excuses. Virginie, je sais que tu as tenu à jour la liste des questions et je te donne la parole si tu veux bien. Oui, alors il y avait quelqu'un qui demandait au tout début si le fait que si les délais pouvaient être rallongés, si la maladie génétique n'était pas encore reconnue dans le cadre du DPI. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, ou est-ce que... Je sais qu'en fonction des centres de DPI, il y a certains centres travaillent sur certaines maladies et d'autres pas. Donc Alors, je peux peut-être répondre pour la partie génétique moléculaire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Je suis Caroline Bosson, je suis biologiste en génétique moléculaire. Donc, pour les diagnostics qui concernent la génétique moléculaire, nous, on prend les patients par ordre d'arrivée. Donc, voilà, que ce soit une nouvelle pathologie ou une pathologie qu'on a déjà mise au point, on donne des délais qui sont identiques pour tous les couples. La seule chose, c'est que pour les nouvelles indications qu'on n'a pas encore développées, on a une plus grande incertitude sur le fait qu'on puisse mettre au point le protocole. Voilà, comme on n'a aucun recul sur la maladie, on a plus d'incertitude sur la faisabilité technique. Mais le délai est le même annoncé, que ce soit une mise au point déjà faite ou une nouvelle pathologie. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre sur l'autre aspect? C'est bon. Non, c'est bon. En cytogénétique, on n'est pas vraiment concerné, à vrai dire. C'est plus en biologie moléculaire. Okay. Donc, il y a quelqu'un aussi qui demandait mais là, vous y avez un petit peu répondu, mais on peut le repréciser, si le suivi de la stimulation, suivi échographique, prise de sang, pouvait être fait ailleurs qu'à Grenoble pour éviter les allers-retours. Donc, vous avez un peu répondu sur le don de vos sites. Et est-ce que pour un suivi DPI, c'est pareil? Alors bien évidemment, hein, nous, même pour de la PMA locale ou du DPI de patientes qui seraient sur le bassin grenoblois, on n'impose pas une venue au CHU. Donc, autant vous dire que pour des personnes qui viennent de plus loin, c'est largement possible et l'objectif, ça va être que l'ensemble du suivi soit fait près du domicile des patients. Par contre, en tenant compte de nos contraintes, c'est-à-dire de faire les examens bien sûr à la date qui est fixée en fonction du cycle et de la période de la stimulation
et de réaliser les examens tôt le matin de manière à ce que les résultats soient techniqués en urgence pour la partie prise de sang et nous arrivent en fin de matinée et que l'échographie soit faite tôt le matin pour pareil avoir le compte rendu d'échographie qui nous arrive en fin de matinée puisque entre 11h30 et 13h30 c'est le temps où généralement on se pose sur l'ensemble des fiches des patientes en cours de traitement pour interpréter les résultats et donner nos consignes médicales pour les jours qui suivent. Mais bien évidemment, on a des couples typiquement qui peuvent venir, y compris de l'outre-mer. On a pris en charge des patients d'outre-mer ou des patients, des Français qui habitent aux États-Unis. On a eu par exemple cette situation-là dans le cadre du DPI. Alors bon, pour les gens qui habitent très très loin, en pratique, souvent ils vont arriver en métropole avant, au début de leur stimulation, parce qu'il y a des contraintes logistiques de vol et maintenant avec le Covid qui sont encore plus importantes. Mais pour les gens qui habiteraient en métropole, qui n'auraient pas un avion à prendre, généralement, ils viennent le jour de la ponction. Ils viennent chez nous pour la consultation pluridisciplinaire, pour rencontrer l'équipe une fois. Et encore, il y a des fois où on peut faire une partie des choses en visio pour éviter les déplacements. Et ils vont venir sinon pour le jour de la ponction et de la fécondation, donc, et pour les jours, bien sûr, pour les transferts embryonnaires. D'accord. Et est-ce que vous avez peut-être aussi développé un réseau local avec des professionnels? Alors oui, sur Grenoble, alors on a un réseau local. On a la chance sur Grenoble de ne pas avoir de personnes qu'on a identifiées comme inquiétantes pour notamment la réalisation des échographies. On a l'impression que toutes les personnes avec qui on travaille font des échographies qui correspondent à nos attentes. On a un ou deux labos identifiés, on va dire, dans la périphérie lointaine de Grenoble où on sait très bien qu'ils ne rendent pas les résultats en temps et en heure. Et dans ces cas-là, on constate, on va dire aux patientes, on leur laisse essayer une fois et on les prévient que pour la surveillance suivante, malheureusement, il faudra qu'elles se déplacent un petit peu plus loin pour aller à un labo qui correspond à nos contraintes. Mais non, on est plutôt pas mal sur Grenoble. On a la chance de trouver sur les principales villes des personnes à qui adresser nos patientes, à la fois pour les contraintes de temps, les délais très courts, que faites-vous demain et l'écho, et qui correspondent qui font des échos comme on veut. D'accord. Alors, il y a une question qui est dans le même thème, hein, mais là, c'est pour des gens qui habitent vraiment plus loin et qui auraient besoin de s'absenter du travail pour pouvoir faire une FIV DPI. Et donc, comment est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette question entre le logement je sais qu'il y a des gens qui habitent à Nantes et qui peuvent venir à Grenoble. Donc, comment est-ce que ça se gère? L'exemple de Nantes est un exemple qui est un petit peu complexe parce qu'il y a un centre de DPI à Nantes et que... Oui, excusez-moi. Non, mais c'est une question qui nous est posée. Parfois, il y a la question de quel est le centre qui peut offrir le délai le plus concurrentiel. J'emploie ce terme à dessein parce que c'est un peu ça en pratique. Où nous, c'est vrai que ça nous fait un petit peu tiquer, notamment des couples qui changeraient de centre en cours de parcours parce qu'ils ont entendu dire que le délai est un peu plus court, s'il y a une mise au point, s'il y a des choses qui ont déjà été mises en place dans un autre centre de DPI, ou s'ils ont eu un premier enfant auprès d'un centre de DPI et qu'ils veulent changer de centre en étant néanmoins plus proche de l'autre centre, on trouvera ça pas très logique et pas très logique à la fois pour le travail médical qui est fait et effectivement pour les dépenses pour la sécurité sociale. Ceci mis à part, en dehors de cette situation-là, les patients ont la possibilité de s'adresser, de faire une demande auprès d'un des 5 centres de France et ils sont dans une prise en charge à 100% fertilité qui permet d'avoir une prise en charge pour les traitements, les échographies, les prises de sang et y compris éventuellement pour des absences, c'est les mêmes situations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des certificats qui attestent que les patientes avaient des prises de sang, des examens médicaux leur empêchant d'aller à leur travail le jour où elles les réalisent. Et il y a après la prise en charge pour du transport dans les conditions habituelles des bons de transport, enfin des prescriptions médicales de transport plutôt. C'est-à-dire c'est pas tout le monde tout le temps, c'est soit des délais minimums, soit une notion de répétition de transport de plus de 50 km, plus de 4 fois dans 2 mois consécutifs. Enfin, je le cite de tête, je suis pas certaine que ce soit exactement ça, j'ai pas tous les articles de la Sécu. C'est pas pour tout le monde. C'est quand même pour des déplacements avec un kilométrage qui est important ou un caractère répétitif sur 2 mois consécutifs. Ok. Et donc là, vous pouvez faire des arrêts de travail aussi dans certaines situations? Alors, en pratique, nous, dans notre équipe, on propose un arrêt de travail de 5 jours à compter du jour de la ponction. D'accord.
qui correspond à un arrêt médical, c'est-à-dire une réalité qui est qu'on estime que nos patientes peuvent bénéficier d'un temps de repos par rapport à la stime, au geste de la ponction et on va dire aussi sur le versant psychologique dans l'attente éventuellement de résultats sur les embryons, la biopsie, etc. Des arrêts avant, c'est assez rare qu'on en fasse, mais il va de soi que s'il y a un acheminement qui prend plus de 24 heures, ben oui, il y a la possibilité d'un arrêt pour le temps de l'acheminement. Mais en vrai de vrai, en France, on n'est pas très loin en fait. Voilà, donc ça va être un arrêt la veille, mais ça va pas être un arrêt pour toute la procédure du traitement. Exception faite, encore une fois, des patients d'outre-mer qui vont avoir vraiment des contraintes d'acheminement qui vont faire qu'ils vont arriver généralement en début de stimulation sur le territoire, sur la métropole. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui demandait si c'était pertinent de tester, de faire un prélèvement dans le cas du DPI, quand le couple avec un seul embryon. Les généticiens, est-ce que... Moi, c'est pas moi, clairement, qui vais répondre. Alors ça, je suis la moins bien placée pour répondre à ça, c'est ça qui est bien. De la technique de DPI en elle-même, de tester un embryon s'il n'y en a qu'un seul, c'est ça la question? Oui. J'imagine. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de travail mis en œuvre. Donc, quand on n'a pas suffisamment d'embryons, généralement, on demande à ce qu'une nouvelle FIV soit faite pour avoir plusieurs embryons à tester et avoir plus de chances d'avoir un embryon à transférer à la fin. D'accord. Il y a plusieurs notions qui rentrent là-dedans. Il y a le fait, je sais, j'ai dit que je ne parlerai pas, mais je parle quand même. Tout va bien. Il faut dire que le travail technique, à la fois pour les équipes de biopsieurs, donc les médecins en biologie de la reproduction, et pour les généticiens, va être le même qu'ils aient un embryon ou qu'ils en aient 7, 8 à biopsier. Donc clairement, c'est à fois à dire, mais leur temps est précieux, leurs capacités sont précieuses, et du coup, c'est vrai que c'est plus logique de le faire pour un nombre d'embryons qui est conséquent. Moi, de mon point de vue de clinicien qui suis en interaction avec les couples pour chaque traitement, donc qui les voit malheureusement revenir quand ça ne fonctionne pas, mon discours va être aussi que clairement aller à la biopsie, si cet embryon est indemne de la maladie pour laquelle le couple est venu au DPI et qu'il y a un transfert et qu'il n'y a pas de grossesse, qu'on ait un embryon en tout et pour tout ou qu'on en ait 4 possibles au congélateur, la tentative pour la sécurité sociale, elle va être comptabilisée et elle va être décomptée. Donc, prendre le risque de comptabiliser une tentative sécu sur les 4 potentiellement prises en charge par la sécu pour un seul embryon, c'est vraiment dommage. Alors que si on a la possibilité de biopsier 7-8 embryons et sur une pathologie où on peut s'attendre à en avoir 2-3 qui sont équilibrés, ils ont 3 chances sur cette tentative numéro 1 pour la sécurité sociale et accessoirement pour la patiente, c'est vraiment de l'économie, on va dire, sur la sécurité sociale parce que ces 4 tentatives peuvent aller assez vite. En bout de prise en charge. Alors, je vais me permettre d'ajouter, c'est une question qui est encore pas très claire sur la possibilité. Donc, si on ne fait pas une biopsie sur un embryon, ça va donc nécessiter de congeler cet embryon et de refaire une stimulation. Donc là, on va parler de banking, c'est-à-dire collecter plusieurs embryons. Ça reste encore pas très clair. Il y a toujours des débats auprès de l'agence de la biomédecine, savoir si on a le droit de le faire ou pas le droit de le faire. Tout réside dans un texte de la loi qui parle de il est possible de refaire une stimulation, mais s'il y a des donc en fait c'est posé, c'est l'inverse. Il n'y a pas le droit de restimuler s'il y a des embryons congelés, sauf en cas de qualité embryonnaire, je ne connais plus le terme exact, mais bref, si la qualité embryonnaire n'est pas au rendez-vous. Là, on va interpréter la loi en disant, là, la cohorte embryonnaire, généralement, effectivement, n'apporte pas suffisamment de garantie. Donc, la qualité de cette cohorte embryonnaire ne permet pas d'apporter suffisamment de garantie sur les possibilités d'avoir un embryon sain à transférer. Donc, on peut se permettre de restimuler. Mais ça reste une question qui fait débat de interdiction ou pas interdiction. Certains vont jouer sur cette interprétation de la loi et ça doit venir normalement, avec le travail avec les centres d'AMP et l'agence de la biomédecine, d'éclaircir clairement les choses là-dessus. Banking, il y a le droit, il n'y a pas le droit sur cet aspect-là, mais c'est sûr qu'on joue un peu sur l'interprétation de la loi, mais voilà, juste pour préciser qu'on n'allait pas dire après que le centre de DPI de Grenoble a dit qu'il y avait largement le droit de faire ça. Voilà, je modère un peu. Non, mais en fait, oui, ça, c'est quelque chose qui est connu des patients. Il faut avoir, mais plutôt en AMP classique, on va dire. Mais je pensais que sur le DPI,
il y avait peut-être quelque chose de particulier, puisque là, on cherche quand même à voir si les embryons ont des pathologies ou pas. Donc on est allé sur cette interprétation de la loi parce que pour le coup, il y a quand même cette solution il y a cette possibilité-là dans la loi. Ça reste une interprétation. Certains nous disent qu'on interprète à tort. Enfin, ça n'est pas clarifié. Après, en dehors c'est sûr que pour l'AMP hors des pays, là, il n'y a pas, c'est vraiment aller. C'est vraiment un peu abusé d'aller interpréter ça comme disant oui, il y a le droit de restimuler. Oui, ok. Alors, il y a quelqu'un qui demandait aussi à quel niveau d'AMH vous décidez de ne pas faire de stimulation. Est-ce que ça, c'est… Alors, c'est un chiffre en fait qui varie dans le temps. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça varie en fonction de nos résultats et du coup de la réalité de ce qu'on arrive à faire. Globalement, si on doit retenir un chiffre, mais encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il faut pas malheureusement s'offusquer si votre situation à vous fait que les choses ont évolué entre-temps et que notre seuil a évolué. Notre seuil actuel, c'est une AMH à 1 et 10 follicules comptés à l'échographie. En dessous de cela, nous ne prendrons pas en charge les couples. Nous avons par le passé fait des exceptions, notamment chez des patientes jeunes ou chez des patientes chez qui il y avait l'AMH qui était bien, mais le compte qui était pas bon, ou vice-versa, parce qu'objectivement, c'est un sacré cœur de ne pas pouvoir prendre en charge des couples qui ont une histoire qui est toujours très compliquée quand ils arrivent à demander une prise en charge en diagnostic préimplantatoire. Les retours que nous en avons eus quand ces patients ont été effectivement en stimulation ont clairement pas été bons. Et du coup, là, malheureusement, on est dans une phase où on va redurcir nos critères en sachant qu'une AMH à 1, c'est déjà quand même un chiffre qui est assez bas. C'est-à-dire qu'on durcit dans un référentiel où, dans l'idéal, j'aimerais bien que nos patientes aient des AMH largement au-dessus de 1 nanogramme par millilitre pour avoir des stimulations très généreuses et un nombre d'ovules à mettre en fécondation très généreux. Donc voilà, c'est notre seuil actuel. Peut-être qu'il évoluera en étant plus restrictif à l'avenir ou peut-être qu'on redeviendra un petit peu plus détendu si on a des résultats qui évoluent dans la réalité de nos stimulations. Mais voilà, c'est le seuil qu'on s'est mis actuellement. Ok. Alors tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu, mais je pense qu'il faudrait repréciser. Est-ce que la réserve ovarienne, le niveau de la réserve ovarienne est génétique? Les généticiens. Où sont les généticiens? Ils lèvent la main. Moi, je peux répondre oui. En fait, effectivement, il y a une grosse composante génétique à la réserve ovarienne et on sait qu'il y a énormément de mutations qui peuvent compromettre le niveau de la réserve ovarienne. Il y a à peu près plusieurs dizaines, entre 50 et 60 gènes qui ont été identifiés pour être impliqués dans la réserve ovarienne et également énormément d'anomalies chromosomiques de différentes sortes qui peuvent être en cause dans les altérations. Donc voilà, je réponds un peu à la question par un autre bout, mais en gros, il y a des anomalies génétiques qui nous montrent que ces altérations-là vont faire diminuer la réserve ovarienne. Après, est-ce qu'il y a des cas familiaux comme ça qui se transmettent avec des femmes qui auraient des faibles réserves ovariennes ou l'inverse, des très très bonnes réserves ovariennes? Ça, là-dessus, j'ai pas nécessairement la réponse. Mais voilà, forcément, la composante génétique est extrêmement importante sur ce paramètre. Ok, et ça, on aura l'occasion d'en reparler samedi, je pense, de l'aspect génétique de la fertilité. Dans le cas du DPI, on prend en charge des patients qui ont des prémutations du X fragile et c'est des patientes qui ont cette prémutation et qui est associée à une baisse de leur réserve ovarienne. Ce qui les plonge dans des difficultés importantes parce que c'est des patientes qui souhaiteraient bénéficier d'un DPI, sauf qu'elles ont souvent une réserve ovarienne qui est incompatible avec une stimulation en vue de DPI. Donc c'est vraiment le problème insondable. Et parfois, c'est des patientes du coup qui sont diagnostiquées parce qu'il y a une histoire familiale de handicap mental chez des hommes de la famille. Et du coup, qui arrivent jeunes, et du coup, on a la possibilité de les voir avec des réserves ovariennes qui sont encore intéressantes, enfin, on va dire fonctionnelles. Et à l'inverse, on a des patientes où c'est dans un parcours d'infertilité qu'on diagnostique une baisse de la réserve ovarienne qui amène à faire cette recherche de prémutation, et là, clac, coup derrière la tête, oui, on a une explication plausible à cette baisse de l'AMH importante, qui est cette prémutation. Manque de peau, par contre, on ne va pas pouvoir faire le DPI parce que votre AMH est malheureusement incompatible avec une stimulation. Ok, merci. Alors, il y a encore une question sur l'âge de la baisse de la fertilité avec une
une cassure nette, parce que les chiffres qui sont toujours donnés, c'est 32 ans, 35 ans, ça devient vraiment compliqué. Et puis après, il y a 40 ans. Mais est-ce que c'est vraiment aussi net que ça? Ou est-ce que c'est un peu plus nuancé? Ça dépend des femmes. C'est dans le sens qu'à l'échelle de l'individu, des patientes vont avoir la possibilité de débuter des grossesses assez tardivement, mais si on se base, la chose vraiment importante, c'est encore une fois, moi, c'est pas tellement le stock d'ovules, mais c'est plus la qualité des ovocytes et le contenu chromosomique des ovocytes qui évolue assez rapidement avec l'âge. Et je vais pas dire de bêtises, mais c'est à 38 ans, 70% des ovocytes, enfin 40 ans, je sais plus, j'ai peur de dire de bêtises. À 38 ans, 70% des ovocytes que l'on fabrique vont être porteurs d'une aneuploïdie, c'est-à-dire d'un échange chromosomique qui fait que ce ne sera pas compatible avec le début d'une grossesse. Ce qui explique pourquoi les patientes vont moins facilement tomber enceintes, parce que il y aura même pas de retard de règles, parce qu'il n'y aura pas de fabrication d'embryons ou d'implantation. Et parmi les patientes qui vont débuter une grossesse, il y aura plus de fausses couches, parce que cet embryon porteur d'une anomalie, s'il n'a pas été dépisté avant, malheureusement, il va être dépisté après avec un rattrapage avec la survenue d'une fausse couche spontanée du premier trimestre. Donc, ça va être, voilà, moi, je me base sur ce seuil de 37 ans que je trouve assez pertinent parce qu'en plus, ça correspond à une réalité que le législateur a mis pour la préservation des ovocytes. C'est aussi, moi, une réalité quand je fais de la préservation dans le cadre de la cancérologie. Il faut vraiment avoir une argumentation très, très forte pour faire une préservation après 37 ans. À partir de 38 ans, il faut vraiment qu'il y ait une demande extrêmement pressante de la patiente pour accéder à sa demande, puisqu'on connaît la qualité des ovocytes à ce moment-là. Et c'est également la même limite qui a été mise pour les donneuses. Oui, voilà. Pour exactement les mêmes raisons. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, le jour de nos 37 ans, c'est la fin de notre vie et de notre possibilité d'avoir une grossesse. Mais c'est vraiment, on constate qu'on va commencer à lutter contre des phénomènes qui vont être complexes au niveau de la qualité des ovocytes. Et si on associe à ça une baisse de la réserve et donc des capacités à bénéficier d'une stimulation, on va se retrouver dans des impasses thérapeutiques. Merci. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y avait quand même 2-3 questions sur le don d'ovocytes. Alors, à partir de combien d'ovocytes récoltés les partagez-vous entre plusieurs couples receveurs? À partir de 8, à partir du moment où on peut donner 4 ovocytes matures à chacun des couples receveurs. D'accord. Donc 8 matures, parce que dans les cohortes, on n'a pas toujours que des ovocytes matures, mais à partir de 8 ovocytes matures. D'accord. Parce que statistiquement, on sait qu'à partir de ce seuil-là, on a pas trop d'impact sur les chances d'obtenir des embryons. Donc, quand vous dites 8 matures, ça veut dire que la personne qui a donné, elle a quand même donné au moins 12 ou plus, non? Pour 8 matures, oui, en général, ça veut dire qu'on en a récolté à la stimulation entre 10 et 15. D'accord. Ouais. Alors, l'autre question, c'est concerne les critères d'appariement. Donc, je la vois. Alors, les critères d'appariement peuvent-ils être élargis? Avoir un donneur ou une donneuse qui ne ressemble pas à un couple ou à la femme seule. Exemple, une femme blanche receveuse et un donneur métis asiatique ou autre, si c'est la volonté de la patiente. Alors, il n'y a aucune obligation en termes de critères d'appariement, de respect de ces critères. C'est plutôt, je dirais, des pratiques d'usage. C'est quelque chose dont on discute toujours avec les couples. Et malheureusement, on sera plutôt dans la situation inverse de celle qui est évoquée, qui est d'avoir des couples métis ou d'origine africaine ou asiatique, et notamment la femme, pour lesquels on va dire qu'on n'a pas d'ovocytes de l'ethnie de la personne, et où on va discuter l'attribution d'ovocytes européens pour des couples métis ou d'Afrique ou d'Asie. Et on sera plutôt dans cette situation-là que dans la situation inverse, parce qu'en fait, on a extrêmement peu de démarches de dons de personnes non européennes. De la même façon qu'on a très peu de démarches de dons de spermatozoïdes également, de personnes issues du pourtour méditerranéen du Sud, donc du Maghreb. Il n'y en a pas, en fait. Et on est obligé de faire avec. Voilà. Donc, en fait, les gens que vous rencontrez jusqu'à présent, c'est plutôt des gens qui voudraient avoir une donneuse qui leur ressemble. Qui correspond effectivement, et où on ne peut pas toujours avoir cette possibilité-là. C'est plutôt dans l'autre sens qu'on est obligé de le gérer. D'accord. On va être obligé de s'arrêter. C'est très frustrant.
Je vous propose que l'année prochaine, on fasse 3 conférences sur 3 soirs différents, parce qu'on aurait eu matière à. 1000 excuses pour vous avoir un peu pressé et merci beaucoup à tous pour votre présence. C'était très intéressant et j'espère que les gens qui ont assisté à nos échanges ont trouvé matière. Voilà, les remerciements sont là, donc j'en déduis que oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Virginie? Non, je voulais vous remercier parce que ça vous prend du temps sur votre travail et c'est vraiment important pour les patients de pouvoir avoir des présentations de qualité et de pouvoir échanger un peu avec des professionnels qui sont là pour répondre à leurs questions. Et nous, les conférences, il y a des gens qui ne pouvaient pas se connecter, donc elles vont être enregistrées et elles seront disponibles en replay pour nos adhérents qui voudraient pouvoir en profiter. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, bonne soirée.